Bien, bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un développement autour du théorème de Box-Muller, qui est assez compliqué. Ici on va utiliser un espace de dimension 2 et donc on va faire des probabilités là-dessus. Donc soit grand R et grand θ qui sont deux variables aléatoires réelles indépendantes, telles que R carré suit une loi exponentielle de paramètre 1,5 et θ une loi uniforme sur l'intervalle 0 de pi. On note grand X euh, qui sera la variable aléatoire R cos θ et grand Y R sinus θ. Alors ce qu'on peut dire, c'est que grand X et grand Y sont indépendantes, admettent des densités et que la variable aléatoire du couple, donc le vecteur aléatoire grand Z, suit une loi normale centrée réduite sur R2. Voilà, donc cette démonstration, elle est dans le livre de Karmati-Polto, ici, donc 51 leçons pour la première épreuve orale d'exposé. Ça, on peut le faire à la fois pour des oraux 1 et des oraux 2 d'agrégation interne, et peut-être même pour de l'agrégation externe. Voilà, donc comme je fais sur mes nouveaux formats, hein, j'évite de me chronométrer sur les 15 minutes, sinon je saute plein de choses qui sont hyper importantes, et je pense que quand même le principal c'est que ceux qui suivent cette vidéo puissent avoir tous les tenants et aboutissants de cette démonstration. Donc c'est parti pour la démo. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la loi le théorème du transfert en fait. Donc je vais introduire une fonction f qui va de R2 dans R2, qui est une fonction qui est continue et bornée. Donc c'est toujours ce qu'on fait ici pour utiliser le théorème du transfert avec l'espérance. On a que l'espérance de f de petit x, petit y va s'écrire sous la forme intégrale sur R2 de f de xy fois f grand X grand Y de xy dx dy. Voilà, et donc nous, notre objectif, ça va être de déterminer ce morceau-là, donc f de xy, donc qui suit ici les lois en grand X et en grand Y, et de déterminer de façon explicite l'écriture de cette fonction-là. Donc pour faire ça, en fait, on va introduire une fonction g, donc soit g qui va de... Alors, là on regarde, on va prendre pour commencer notre r carré qui est une loi exponentielle de paramètre 1,5, donc à valeur ici dans 0 plus l'infini, croix, et on va regarder ici notre deuxième variable aléatoire θ est à valeur dans 0 de pi. Voilà, et on va aller ici, on sera à valeur dans R2. On va donc avoir un S et un θ. Alors je ne le note pas R, puisqu'en fait ici mon S ça va être le R au carré, mais je ne vais pas marquer ici R au carré, puisque je prends ma variable S qui va dans 0 plus l'infini. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le S qui est là, ce sera exactement le R au carré qui est là. Et donc, on lui associe ici le R cos θ, donc on va définir sous la forme racine carrée de S cos θ. Donc on peut bien prendre la racine carrée puisqu'on est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et ici, racine carrée de S sinus θ. Voilà, donc mon G, il est bien défini. Maintenant qu'on sait que le G est bien défini et qu'on l'a introduit, je vais pouvoir utiliser le théorème du transfert, qui va me donner la chose suivante. L'espérance de f de xy, je peux dire que c'est l'espérance de f rond g en s θ, qui est donc égale à l'intégrale sur... Donc là, je ne suis plus sur r carré, mais sur cet intervalle-là, 0 plus l'infini fois 0 de pi, de f rond g en s θ fois
Et donc ici, je vais avoir mon f de grand X, grand Y, rond G en S θ. Et ça va être exactement mon f de grand S, grand θ, appliqué en S θ. Et donc cette fois, je serai en ds dθ, d'accord, puisque je suis sur cette double intégrale. Donc là, je l'écris sous la forme d'une seule intégrale, mais en fait, en réalité, normalement, j'ai deux intégrales. L'intégrale sur ce morceau-là et l'intégrale sur ce morceau-là. Ok. Bon, maintenant, en fait, ce qu'on sait, c'est que S et θ, c'est ici le R et le θ qui sont là, ce sont deux variables qui sont indépendantes. Donc, je peux dire que c'est égal à l'intégrale sur 0 plus l'infini croix 0 de pi de, alors mon morceau qui est là pour l'instant je le garde, f rongé de s θ, ça je peux pas y toucher, fois, et là par indépendance de s et de θ, je vais pouvoir dire que c'est la fonction densité de s, appliquée en s, fois la fonction densité en θ, de θ, ds, dθ. Ok, donc là ici c'est par indépendance. Et il se trouve que mon S ici c'est le R carré qui suit une loi exponentielle de paramètre 1,5. Donc ça c'est 1,5 exponentielle moins 1,5 S. Et ça suit une loi uniforme de paramètre 0 de pi, donc d'intervalle 0 de pi. Donc du coup ça c'est 1 sur 2pi. Je me retrouve donc avec l'espérance de f de xy qui est égale à 1 sur 2pi fois l'intégrale sur 0 plus l'infini. Alors là, les crochets sur 0 plus l'infini, c'est à l'extérieur. Croix 0 de pi de f rond g de s θ fois, alors le 1,5 qui est là, je le mets devant, 1,5, et le exponentiel, ici j'ai donc 1 sur 2pi, et donc là il me reste à la fin exponentiel moins 1,5 s ds dθ. Voilà, alors là qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Eh bien en fait on va essayer de faire un changement de variable, et donc ça va être toute la difficulté, puisque là il s'agit de faire un changement de variable d'un truc qui est de dimension 2 en fait. Donc on n'est pas trop habitué avec les intégrales à faire ça. Je vais donc juste donner l'objectif ici à atteindre. L'objectif, ça va être d'arriver à quelque chose qui est sous cette forme-là. L'intégrale sur U, qui sera un ouvert, de f d'un truc qui est sous la forme phi rond h de s θ ds dθ. Et ici, il manque un petit morceau, donc l'intégrale sur U du déterminant du jacobien de l'une de mes fonctions là en s θ. Hop, du jacobien de l'U de h. Voilà. Et donc, si j'arrive à ce morceau-là, eh bien, je pourrais le transformer à l'aide de mon changement de variable à quelque chose qui est sous la forme de V, donc qui sera l'image de U par ma fonction h, de phi de xy dx dy. Voilà. Donc en fait, c'est ça que je vais vouloir obtenir comme objectif. Donc la première chose, c'est que je dois me placer sur un C1 difféomorphisme. Or, ici, quand je regarde mon G, qui est là, donc qui correspondrait finalement en quelque sorte au morceau qui est là, eh bien ça doit être un C1 difféomorphisme. Or, si on regarde ici, eh bien je n'ai pas de bijection entre cet intervalle-là et cet intervalle-là. Autrement dit, ici, je n'ai pas d'injection parce que je peux obtenir de deux façons différentes un couple ici, en partant de ces éléments-là, ne serait-ce qu'en prenant un θ qui vaut 0 ou un θ qui vaut 2pi
on obtiendra la même image. Donc je vais restreindre mon G, et je vais l'écrire G restreint à U, qui va de U, donc mon U, il ira de 0 plus l'infini, 0 ouvert, croix 0 de pi, ouvert en 0, ouvert en 2pi. Voilà, comme ça je suis sur un ensemble ouvert, et donc là je dois regarder l'image de mon G restreint à U, donc ce ne sera plus R2, mais ce sera R2, privé 2. Donc privé de quoi? Eh bien déjà je ne pourrai pas arriver sur R+, au niveau de ma première valeur, ici là. Et je ne pourrai pas arriver non plus en 0. Donc croix 0 pour la deuxième valeur. Voilà. Et donc ça, je vais l'appeler B. Voilà, donc je vais de U dans V et à S θ, on associe toujours le G de S θ. C'est-à-dire le racine carrée de S cos θ, racine carrée de S sinus θ. Voilà. Alors, de cette façon-là, en fait, donc j'ai construit mon U et mon V pour que le G restreint à U soit un difféomorphisme. Donc c'est un difféomorphisme, ça veut dire que mon application, elle est C1, elle est bijective et la réciproque est C1. Donc, voilà, toutes les conditions ici sont bien respectées pour en faire un C1 difféomorphisme. De plus, on va calculer le déterminant du jacobien de G restreint à U en Sθ. C'est-à-dire le déterminant de... alors, je dois prendre ici, je dérive en S, donc ça me fait cos θ sur 2 racines de S. Ensuite, je dérive ici en θ, ça nous fait du racine carrée de moins racine carrée de S sinus θ. Et je fais la même chose ici. J'obtiens du sinus θ sur 2 racine de S, et je dérive en θ, ça me fait du racine de S cosinus θ. Ensuite, là, quand je vais faire mon déterminant, donc je multiplie en diagonale ici, j'ai les racines carrées de S qui se suppriment, j'ai un cos carré θ sur 2, et ici je vais avoir un sinus carré θ sur 2, ce qui me fera du coup un déterminant qui est égal à 1,5. Ce déterminant égal à 1,5, en fait, ça tombe bien, parce que c'est le 1,5 qui va correspondre au 1,5 qui est juste là. Et donc, maintenant, finalement, je n'ai plus qu'à me préoccuper de ce morceau-là. Donc, pour s'occuper de ce morceau-là, on va pouvoir dire que exponentielle moins 1,5 S, je peux l'écrire comme étant égal à exponentielle moins 1,5 K rond G restreint à U. Avec K, donc ici en Sθ. Donc je peux même le mettre comme ça. Là, oui, je le fais sur G restreint à U, puisque je vais ensuite faire mon intégrale sur U ici. Donc je vais changer mon intégrale, mais ça je l'expliquerai juste après. Avec le K ici, qui est une application, du coup, comme je suis sur G restreint à U, donc l'image de G restreint à U c'est sur V, donc je pars de V, et je vais dans grand R, et qui a XY, associe x au carré plus y au carré. Voilà, alors là en fait ça fonctionne bien, puisque si je prends ça, racine carrée de S cos θ, racine carrée de S sinus θ, je mets ça au carré plus ça au carré, je vais bien obtenir exactement S. Et donc ça me donnera bien exponentielle moins 1,5 S. Donc ça marche, ce truc-là. De cette façon-là, on a que l'espérance de f en xy
c'est égal à l'intégrale. Donc là, mon intégrale, je mets d'abord mon 1 sur 2pi fois l'intégrale. Mais plutôt que de faire l'intégrale sur cet intervalle-là, je vais enlever la valeur 0, et ici je vais enlever la valeur 0 et la valeur 2pi. Ça ne changera pas la valeur de mon intégrale, puisque je ne fais qu'enlever des valeurs qui sont discrètes, finalement, sur l'ensemble sur cet ensemble-là. Donc c'est sur U de 1 demi, donc le déterminant que j'ai noté avec une barre ici, du jacobien de G restreint à U, de S θ, donc qui correspond au 1 demi qui est là, fois F rond G de S θ exponentielle moins 1 demi K rond, alors K rond G de S θ ds dθ. Ici, comme je suis sur U, j'ai bien G restreint à U, et ici G restreint à U. Bon, bah là, du coup, je peux l'écrire 1 sur 2pi fois l'intégrale sur U de ça, le déterminant du jacobien de G restreint à U en S θ, fois, ici, je vais l'écrire phi rond G restreint à U de S θ ds dθ. Et ici, on peut préciser, phi, c'est F exponentielle moins 1 demi K. Je suis exactement dans la situation dans laquelle je voulais être tout en haut. Donc je vais pouvoir l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme 1 sur 2pi fois l'intégrale sur V, donc mon V c'est ça, de phi, donc phi c'est F, c'est ça, hein, phi, en xy exponentielle, moins 1 demi, K, c'est quoi? C'est ça, x au carré plus y au carré, dx, dy. Et on n'a plus qu'à faire un dernier petit changement, c'est 1 sur 2pi fois l'intégrale sur r carré de f de xy exponentielle moins 1 demi x au carré plus y au carré dx dy. Alors comment on fait pour passer de v à r carré? Eh bien ici on a juste à se rendre compte que si là en fait ce que j'enlève, le r plus croix 0, eh bien c'est négligeable, c'est de mesure négligeable par rapport au r carré. Donc du coup quand je vais faire mon intégrale sur v ou sur r carré, eh bien j'obtiendrai la même chose. Voilà. Or ici ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est que je prends mon morceau qui est là avec ça devant, et donc par définition ça c'est bien un vecteur gaussien avec x qui suit une loi normale centrée réduite et y qui suit une loi normale centrée réduite, et x et y qui sont indépendants. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont indépendants? Parce qu'en fait ici normalement on doit avoir comment je pourrais dire ça, une forme quadratique ici, et on devrait avoir ici une sorte de matrice, et la matrice qu'on va obtenir c'est avec des zéros sur la partie qui est là et la partie qui est là, c'est-à-dire qu'on va avoir la covariance de x et de y qui sont tous les deux, et la covariance entre x et y et entre y et x qui est égale à 0, et donc on a bien l'indépendance entre les deux. Voilà, donc pour cette partie-là, sur le fait que ce soit indépendant, je vous renvoie par exemple sur le livre de Escoffier, sur les probabilités, ça doit être pour le CAPES et l'agrégation je crois, qui en parle, qui travaille là-dessus, et je trouve que c'est assez bien détaillé, et si on travaille un petit peu sur ce domaine-là, sur les lois normales, sur les vecteurs normaux on va dire, eh bien on a pas mal de précisions sur cet aspect-là. Voilà, je ne le détaille pas parce que ça me demanderait, je pense,
une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire plus. Voilà, donc là du coup on a bien exactement ce que l'on veut, on a bien démontré ce morceau-là, je vous remets ici au tableau, que le grand Z qui est le vecteur normal, le vecteur x, y qui suit bien une loi normale centrée réduite sur R2. Ok, donc de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Une sorte d'application. À quoi ça nous sert? Eh bien, ça sert à la chose suivante, c'est que si je prends soit T qui suit une loi uniforme de paramètres 0, 1, alors moins 2 ln de T suit une loi exponentielle de paramètres 1,5. Donc, on peut le vérifier. Quel que soit x appartenant à grand terme, on a que la probabilité que moins 2 ln de t soit inférieur ou égal à x, c'est égal à la probabilité pour que t soit supérieur ou égal à exponentielle moins 1,5x. Or, t suivant une loi uniforme sur l'intervalle 0, 1, ça c'est égal à l'intégrale entre exponentielle moins 1,5x et 1 ici. Donc normalement je vais jusqu'à plus l'infini et on met l'indicatrice sur 0, 1, mais là du coup je peux me réduire directement à 1 de 1 dt. Et ça c'est quoi? C'est exactement 1 moins exponentielle moins 1,5 x. Là on reconnaît la fonction de répartition pardon pour l'écriture, la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètres 1,5. Or la fonction de répartition caractérise la loi, donc moins 2 ln de t est bien une loi exponentielle de paramètres 1,5. Tout ça pourquoi finalement? Eh bien ça va nous servir à la chose suivante, ça veut dire qu'en fait notre z, le grand Z, donc, qui est le vecteur grand X, grand Y, eh bien je vais pouvoir uniquement le simuler à l'aide de lois uniformes sur 0, 1. Donc grand Z peut être simulé à l'aide de deux lois uniformes sur l'intervalle 0,1. Alors normalement là je devrais me mettre sur l'intervalle ouvert, mais que ce soit ouvert ou fermé, finalement ça ne change rien, puisque que ce soit ouvert ou fermé, on parle finalement de la même chose. À l'aide de deux lois uniformes indépendantes. Alors on va les noter T1 et T2, et on va obtenir la chose suivante. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est que le grand X, finalement, ça va être égal à la racine carrée. Donc, on reprend ici nos formes racine carrée de S cos θ. Donc, le racine carrée de S, ça doit suivre une loi exponentielle de paramètre 1,5. Donc, ça va nous donner le moins 2 ln de T1 fois cosinus de T2, qui suit une loi uniforme sur 0,1. Mais nous, le θ, il suit une loi uniforme sur 0,2π. Donc il faut que je multiplie le résultat par 0,2π. Par 2π. Donc 2π T2. Voilà. Et le grand Y, je vais dire que c'est la racine carrée de moins 2 ln de T2 fois le sinus de 2π T2. Voilà. Et de cette façon-là, en prenant le grand Z qui est égal, donc qui est le vecteur aléatoire x, y, eh bien, je ne vais l'exprimer qu'à l'aide de mes lois uniformes en 0, 1. Et donc, j'aurai ici notre loi gaussienne centrée réduite qui pourra être simulée à l'aide de mes lois uniformes sur 0, 1. Voilà, donc c'est un avantage. Après, il y a un inconvénient, c'est qu'ici, c'est pas très performant. Pas très performant, par exemple, par rapport, entre autres,
à cause de la racine carrée qui est ici et du ln qui est là, qui sont quand même assez difficilement calculables. Par exemple sur Python, donc on ne va pas avoir quelque chose de très performant. Mais ça fonctionne quand même, et sur le livre de Carmati-Polto, il y a un algorithme Python tout à la fin du développement qui parle de ça, et qui permet de faire un petit peu de l'algorithme face au jury. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire là-dessus. J'espère que ce développement, vous aurez réussi à le suivre, que je n'ai pas été trop brouillon dans ma façon de l'expliquer. Je le trouve très sympa, ça permet de travailler de nouveaux outils avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, des intégrales multiples, des déterminants de Jacobiens, changement de variables dans ce cas-là, le théorème du transfert en probabilité, vecteurs normaux, enfin tout un tas de nouveaux procédés qui sont quand même assez techniques et qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Voilà, merci de votre attention, à une prochaine.